Alors nous allons à présent accueillir 3 entrepreneurs engagés dont les convictions les ont menés parfois sur des chemins qu'on pourrait croire ou qualifier de chemins de traverse, mais qui pour eux sont de vraies évidences. Alors effectivement, nous sommes ravis de recevoir ce soir avec Isabelle Emeline Héroard, donc infirmière de formation, master en santé publique en élaboration des politiques de santé. Donc tu vois, je l'ai bien fait, j'ai bien retenu la phrase. Tu nous parleras dans un instant de ton parcours. Anne-Céline Lescope, avocate environnementale, issue d'une famille d'entrepreneurs. Je crois qu'on pourra effectivement rebondir aussi sur ton expérience. Et Xavier Herman, ici présent, donc, au parcours d'investisseur plutôt traditionnel, jusqu'à peu, si tu m'y autorises, mais on reviendra dans un instant pour parler résilience et entrepreneuriat. Alors, avant de vous poser les premières questions, tout d'abord, tous les trois, on vous remercie énormément votre présence sur ce plateau, évidemment dans ce contexte sanitaire que nous connaissons, même avec la technique qui fait parfois un peu défaut. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une vue magnifique sur Paris, donc c'est déjà pas mal. Eh bien, on va démarrer de suite. Alors, Emeline, on commence par toi. Vraiment ravie de t'avoir avec nous sur ce plateau. Alors, Emeline, je me souviens de ton parcours. Tu as eu plein d'expériences différentes, très riches. Et finalement, quand on les analyse ensemble, on les commente, il y a un fil rouge derrière tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur finalement ce fameux fil rouge qui t'a guidé tout au long de tes différents parcours, et puis nous expliquer comment ça t'a amené aujourd'hui chez Toc Toc Doc, et puis nous dire quelques mots sur cette société pour que nous la comprenions aussi avec toi. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, pour commencer sur mon parcours, dont je parle avec plaisir, il est extrêmement simple pour moi. J'ai grandi toute mon enfance à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, en plein apartheid, et j'ai été très sensibilisée, très jeune, sur les inégalités d'accès aux soins. Mes parents m'y ont sensibilisée. Donc, c'est une problématique que je n'ai pas comprise enfant, et je pense que c'est important de le préciser, parce que quand on innove, on part souvent de rêves d'enfant ou de capacité à croire que ce qui existe n'est pas une fatalité. Donc dans mon cas, ça m'a beaucoup porté. J'ai choisi de soigner les gens. Donc j'ai fait des études d'infirmière, j'ai soigné des gens en prison, en dispensaire de brousse, j'ai fait beaucoup de réanimation, beaucoup d'urgences, des grands brûlés. Et puis au bout de quelques années, j'ai adoré ce métier d'infirmière, mais j'ai eu envie de changer le monde à ma petite échelle. Donc j'ai repris des études, j'ai fait 3 ans de fac, donc en santé publique, en élaboration des politiques de santé. J'ai intégré ensuite le groupe AXA pendant 8 ans, où j'ai été responsable international de la télémédecine. Donc on a lancé le premier service de télémédecine en France, qui était autorisé. On a permis à des millions de personnes d'accéder justement à démocratiser la santé et à accéder tout de suite à un médecin. Donc c'était un magnifique projet. Et ensuite, j'ai rejoint Toc Toc Doc parce que j'avais besoin d'aller plus loin dans mes convictions, et que Toc Toc Doc, c'est une entreprise qui a choisi de croire que l'état dramatique dans lequel se trouvent les EHPAD n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que Toc Toc Doc, à la base, est un éditeur de logiciels de télémédecine qui équipe les EHPAD, mais on sait que la télémédecine peine à se généraliser. Or, et c'est un chiffre important, en EHPAD aujourd'hui, une personne cumule 7,9 pathologies chroniques à elle seule en moyenne, et voit en moyenne un spécialiste par an. Donc on a des gens qui sont dans des états psychiatriques dramatiques, qui n'ont pas vu de cardiologue depuis des années, qui sont auto-agressifs, qui ont des traitements neuro lourds mais qui n'ont pas été réévalués, des personnes en grande souffrance psychique. Et donc on a choisi de se dire que c'était pas une fatalité. On s'est battu auprès des pouvoirs sanitaires pour obtenir de déroger au modèle actuel. Et en 3 mots, pour simplement dire ce qu'on fait, on a monté une polyclinique mobile. Donc c'est dans notre structure un établissement de soins qui a des infirmières salariées et qui va renforcer les équipes des EHPAD puisqu'elles portent toute la télémédecine. Et donc on arrive à résoudre énormément de problématiques et à apporter du soin comme le méritent ces personnes qui sont isolées, puisque les spécialistes ne vont plus en EHPAD.
Voilà, donc moi je fais directrice de la polyclinique mobile. En parallèle, Toc Toc Doc équipe 250 établissements en France pour permettre le développement de la télémédecine. Mais on trouve aujourd'hui un modèle et on invente un nouveau métier qui est celui d'infirmière experte en télémédecine et qui font des choses de très haut niveau, semblables à du présentiel, comme des échographies cardiaques en téléguidance avec des cardiologues. Et on apporte réellement du soin dans un endroit qui, depuis toujours, a fonctionné sans. Et mon dernier mot, il sera aussi pour les équipes soignantes, mais aussi les médecins traitants, qui jusque-là prenaient en charge ces patients sans avis d'experts et donc qui étaient démunis aussi. Voilà. Alors merci Emeline. C'est vrai que la mission de Toc Toc Doc nous a vraiment convaincus et chez Swen, comme avec la Massive d'ailleurs, nous sommes partenaires. Alors Anne-Céline, même question, allez à ton tour là pour te présenter. Peux-tu nous expliquer comment ton parcours personnel et professionnel reflète tes convictions et puis évidemment nous présenter Zeil et la vision que tu as de Zeil aujourd'hui? Avec grand plaisir, je suis ravie d'être là ce soir. Donc mon engagement dans l'environnement est apparu pendant mes études puisque j'ai choisi d'être avocate spécialisée en droit de l'environnement. Alors c'était moins à la mode qu'aujourd'hui, on parlait plus d'installations classées et de réglementation de produits chimiques à l'époque, mais j'ai tout de suite compris quelque chose d'important, c'est que l'environnement ne devait pas être vu comme une contrainte, mais davantage comme un levier d'action, comme un levier de croissance, comme un levier d'innovation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai vite quitté l'avocature pour me former à la responsabilité sociale et environnementale, qui est plus globale, mais surtout qui me permettait d'intervenir plus en amont des problématiques que ne peut le faire en fait un avocat qui est là surtout pour régler des problèmes juridiques. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ces audits RSE et notamment au sein du groupe familial, effectivement, donc GL Events qui est une entreprise familiale dans l'événementiel et pour lequel on a mis en place toute la politique RSE du comité stratégique, enfin comité RSE au conseil d'administration jusqu'à tout le déploiement. Et notamment, ces différentes expériences m'ont permis de prendre conscience des difficultés, justement, bien qu'il y avait des effets très vertueux de ces pratiques, des difficultés rencontrées pour déployer ces stratégies dans l'intégralité de l'organisation et finalement de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à pas simplement comprendre les valeurs, mais être véritablement acteurs du changement. Et ce parcours m'a naturellement donc conduit vers Zeil, qui est mon engagement d'aujourd'hui, où finalement mon but c'était d'aller plus vite, plus fort, et finalement d'accélérer via une plateforme digitale la prise en compte de l'impact dans les stratégies des entreprises et de faire en sorte que aujourd'hui et surtout demain, les KPI des entreprises soient financiers, mais aussi extra-financiers. Écoute, merci Anne-Céline. En effet, alors nous ne sommes peut-être pas encore au capital de Zeil, mais nous y réfléchirons. En tout cas, nous sommes partenaires puisque nous avons commencé à embarquer certaines sociétés de notre portefeuille sur cette plateforme pour pouvoir tester les trajectoires d'impact et pouvoir les suivre dans le temps parce que comme tu le dis, des indicateurs, on en a besoin de plus en plus et il faut aussi avoir tout l'équipement nécessaire tout autour et les trajectoires sont plus faciles avec un outil digital. Alors maintenant, Xavier, à ton tour. Du coup, Xavier, pareil, même question pour te présenter. Nous avons envie d'en savoir plus sur ton parcours, tes convictions personnelles et toutes ces étapes qui t'ont mené à sauter un peu, à prendre cette décision importante de lancer avec tes associés une nouvelle aventure, Iota Capital, et un fonds d'investissement pas comme les autres, on va dire, un fonds d'investissement particulièrement engagé. Oui, alors merci, je suis ravi d'être là. Jérôme, tu m'as présenté comme effectivement un investisseur un peu traditionnel et c'est vrai que c'était un peu trop linéaire. Ma carrière, c'était une dizaine d'années de conseil et puis 15 ans d'investissement. C'était pépère, c'était très linéaire, tout était écrit. Et puis, à partir de 2012, avec mon associé d'origine, Benoît, on travaillait donc dans cette société d'investissement ACE Management et on a vu poindre cette tendance un peu mondiale qu'on appelle l'industrie du futur. Donc l'implémentation des nouvelles technologies, notamment digitales, dans l'environnement industriel. Et progressivement, on s'est rendu compte que cette tendance pouvait changer le paradigme de l'organisation industrielle
qui nous a bercé pendant 40 ans, à savoir, bon, finalement, l'industrie, c'est pour l'autre côté du monde, et puis en France, il n'y en avait plus trop. Et avec Benoît, nous, on a une conviction assez forte qui est de dire l'industrie dans nos territoires, c'est quand même extrêmement important parce que c'est un ciment social, c'est les emplois en région. Et on s'est dit que ce renouveau industriel, ces nouvelles technologies pouvaient redorer le blason de l'industrie en France. Alors derrière cette tendance macroéconomique, on s'est dit qu'il fallait des acteurs microéconomiques. Alors il faut des entrepreneurs qui se lancent, il faut des ingénieurs, mais il faut aussi des financeurs. Et voilà, on s'est dit, voilà, on allait faire un fonds spécialisé sur cette thématique de l'industrie du futur. Mais ce renouveau industriel français, cette nouvelle croissance industrielle sur nos territoires, on s'est dit qu'elle ne pouvait pas se faire si elle n'était pas associée à un mouvement d'acceptation et de transition écologique forte, parce qu'il n'y a plus d'acceptation pour une croissance industrielle polluante. Donc on s'est dit qu'il fallait associer accompagner ce mouvement de renouveau industriel par une conviction forte d'accompagnement dans une logique de décarbonation. Voilà. Donc on s'est lancé dans cette création de ce fonds, Iota Capital, qui a cette vocation d'accompagner des PME industrielles dans ce renouveau. Merci Xavier. Et c'est vrai que quand on t'écoute, évidemment, on sent cette énergie, ce positivisme. Nous, on est évidemment ravis d'être vos partenaires. Et je retiens ce que tu disais à l'instant en parlant de ciment social dans les territoires avec les industries. Je pense que c'est absolument clé. Et encore plus avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc vous avez un rôle, une raison d'être. Tout à l'heure, on parlait de raison d'être avec Adrien. Mais effectivement, là, ça fait partie d'une des raisons d'être de Iota, de permettre justement au niveau des territoires de créer des emplois en réindustrialisant les territoires. Alors maintenant, Emeline, je reviens vers toi. D'infirmière à Toc Toc Doc, un parcours assez intéressant. Ton parcours donc, est tourné vers la démocratisation de l'accès à la santé. Et finalement, on sent quand on t'écoute que la quête de sens envers les autres, c'est quelque chose qui est très important. On en parlait avant le début de cette conférence. On va te poser une question. Comment peut-on concilier business rentable, Toc Toc Doc, et santé des plus fragiles ? Alors moi j'ai deux expériences principales. La première que j'ai évoquée chez AXA, pour être tout à fait franche, moi la seule chose qui m'intéresse dans la vie c'est d'apporter du soin de qualité aux gens, mais c'est pas incompatible avec le business. Et quand on veut innover et qu'on n'est plus dans le droit commun, on est bien obligé de démontrer qu'on peut mettre en place un modèle économique pérenne. En l'occurrence chez AXA, on est en France, l'usager, le patient ne veut pas payer. Il cherche des soins de qualité, il cherche une accessibilité aux soins et en fait on a tout trouvé, le payeur qui était les assureurs et les mutuelles qui étaient dans un contexte concurrentiel complètement gelé et qui cherchaient à se différencier et qui l'ont pris en charge. Donc moi j'ai aucun problème avec le fait que eux fassent du business si ça permet de développer et d'innover en santé. Chez Toc Toc Doc, on est en train de mettre en place quelque chose. Donc là, pour l'instant, on est soutenu par l'assurance maladie sur la polyclinique. Le but de cette expérimentation de 3 ans, c'est de démontrer qu'il y a un gain pour l'assurance maladie, des économies qui sont générées par moins d'hospitalisation et peut-être au final de le faire entrer dans le droit commun. Et pour ça, on a des investisseurs qui, au démarrage, croient en nous, investissent et nous accompagnent le temps que cette pérennité du modèle fonctionne. Donc pour moi, c'est pas du tout incompatible, c'est pas l'objectif premier, mais ça ne peut pas fonctionner sans un modèle économique pérenne. Écoute, Emeline, chez Swen, on est convaincu qu'impact et rentabilité peuvent aller ensemble. Et donc, merci de ce témoignage. Alors, Anne-Céline, en quelques mots, quand on a préparé cette table ronde, on a parlé aussi de la thématique de cette soirée, conviction au service du bien commun. Alors, je me souviens que tu as répondu avec beaucoup de spontanéité, mais je ne peux pas faire autre chose que cela. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, quel est ce ressenti si fort et comment tu l'as mis en œuvre aussi chez Zeil ? Vous l'avez compris, Zeil est l'aboutissement d'un parcours de conviction que je me suis forgé
sur de nombreuses années et par différentes expériences. Donc, je vis Zeil, je dors Zeil, je pense Zeil. Mais plus concrètement, c'est extrêmement important parce que on essaye, notre objectif et notre mission, c'est d'apporter de la valeur ajoutée de l'impact vis-à-vis des entreprises et de montrer cette valeur ajoutée dans toutes ses formes, que ce soit le recrutement, que ce soit le financement, que ce soit un atout de compétitivité, voilà. Cette valeur ajoutée, ce discours de conviction, il est un peu mis à mal aujourd'hui par certes une accélération de l'impact, mais aussi des obstacles. Et donc cette croyance, c'est là où je puise ma force pour aller convaincre et garder cette énergie, puisque mon objectif, c'est de faire bouger les lignes et de faire bouger des lignes avec de l'impact, pour le coup, dans notre action, pas dans des petits écosystèmes, mais de pouvoir embarquer n'importe quelle structure, peu importe sa taille, peu importe son secteur, et de fédérer toutes les personnes en fait, qui agissent dans ce sens-là autour de nous. Super. Ouais, c'est très clair, et je pense que le fait que tu dises, voilà, je pense Zeil, je vis Zeil, c'est vrai que je pense qu'on sent à quel point tu es engagé. Quand on fait quelque chose, de toute façon, il faut le faire vraiment avec conviction jusqu'au bout. Alors toi, Xavier, est-ce que, j'ai envie de rebondir là-dessus, est-ce que tu vis, tu penses Yota, mais surtout, je voudrais que tu nous dises si ça a été une décision difficile de quitter finalement la vie d'avant pour vraiment repartir de zéro avec ton associé, t'en parlais à l'instant, et construire Yota Capital. Et en plus, ça s'est fait aussi dans une période pas évidente, puisque avec cette pandémie que nous connaissons. Oui, moi je pense pas que ce soit difficile. En revanche, c'est le fruit d'une longue maturation intellectuelle. Et nos principaux freins aux uns et aux autres, c'est quand même nous-mêmes. Hein. C'est quand même dans la tête, et on se dit, mais voilà, on va partir dans l'incertitude et on va quitter le confort, le fameux confort. Mais pour moi, le confort, alors j'étais bien avant aussi, hein, mais le confort, il est dangereux à terme. À long terme, il est risqué. Parce que le confort, on s'endort. Voilà. Et donc, il y a un moment où il faut se remuer et il faut se lancer, il faut y aller. Et je pense que ce qui donne la force, c'est effectivement d'avoir une vraie conviction, une vraie volonté de joindre sans doute l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de faire notre métier, mais avec plus, avec un sens, un sens qui dicte finalement cette énergie. Et une fois qu'on a ça en tête, une fois qu'on a fait ce travail intellectuel de se dire on y va, eh ben en fait c'est super. Voilà. Bah écoute, super. J'en profite, je rebondis sur la fin de la question de Jérôme, qui évoquait la crise sanitaire, parce qu'en effet, on ne peut pas ne pas en parler. Et quand cette crise, elle bouscule certains, elle en conforte d'autres aussi en termes de position, de positionnement. Comment, vous trois, la question, on va le faire un par un, et pourquoi pas Xavier cette fois-ci pour commencer. Quel est l'impact de la crise? Comment vous la traversez chez Yota? Oui, nous on est en levée de fonds, enfin on a fait notre première levée de fonds cet été, mais on était bien engagés dans notre levée de fonds juste avant le premier confinement. Et là, quand le confinement est arrivé, c'est vrai que le temps s'est un peu suspendu pendant une dizaine de jours. On s'est dit, mais voilà, est-ce que tout va pas s'écrouler, 18 mois d'efforts pour rien? Et une coupure de streaming. Et en fait, on a eu cette chance finalement d'avoir finalement aucun investisseur qui nous a fait défaut. Et au contraire, il y en a certains qui ont même renforcé leur participation chez nous, donc on est plutôt contents. Voilà. Anne-Céline, peut-être? Alors écoutez, nous aussi, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a clôturé notre levée de fonds après l'été, et donc tous les partenaires ont été au rendez-vous. Donc la crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur la société en tant que telle. Après, sur notre activité, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec des TPE-PME. Donc, on ne peut pas ignorer le fait qu'elles sont affectées par la situation économique. Elles nous expliquent que le temps accordé à la progression finalement des indicateurs à impact n'est plus prioritaire par rapport aux enjeux économiques auxquels elles font face. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que cette crise est un catalyseur, est un accélérateur de la prise de conscience que finalement, ça sera clé pour le business de demain. Donc il y a cet effet un petit peu paradoxal où finalement, mais très positif pour tout ce qu'on fait et notre engagement demain et surtout après-demain.
Alors Emeline, je pense que toi, tu as dû être impactée de plein fouet. Est-ce que tu peux nous raconter comment Toc Toc Doc traverse tout ça? Oui, en dehors du Covid, le bien fondé de notre société, il est évident et il est énorme et il répond à des besoins énormes. Mais en période de Covid, ça s'est démultiplié et j'ai pas du tout envie de plomber l'ambiance ce soir, hein, parce qu'au final, ce qu'on apporte, c'est des solutions à ces problèmes. Mais il faut quand même les citer. Et pendant la période de Covid, beaucoup d'EHPAD étaient complètement fermés. Nos infirmières permettaient aux patients qui n'avaient pas le Covid de maintenir un accès aux soins, à des patients qui n'avaient pas le Covid mais qui souffraient d'isolement, d'avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique ou dans toutes les spécialités, dermato, etc. Mais aussi, et il faut le dire, je ne sais pas, il y a eu des récents reportages sur le service public, pièce à conviction, où on voit la réalité des choses. Les médecins, ils étaient très seuls pour deux choses: pour régler l'oxygénation des patients qui de toute façon ne seraient jamais hospitalisés, et si on les oxygène trop, ils risquent de mourir plus vite, et pour les patients qui étaient en fin de vie, bénéficier d'un avis d'un gériatre pour prendre une décision collégiale et décider comment on accompagne cette fin de vie, c'est quand même pour le patient, sa famille qui est absente, hein, tout était fermé, et le médecin, quelque chose d'indispensable. Donc ça a pris tout son sens, mais pas que en période Covid. Voilà, et je suis obligée, je suis désolée, mais de saluer mon équipe, les infirmières mobiles de télémédecine qui se rendent dans les EHPAD, qui s'exposent au virus et qui apportent du soin. Je les admire immensément, très sincèrement, donc voilà, je vais le dire. Emeline, on les salue tous et nous aussi on les admire énormément, donc tu as bien fait de le faire et c'est vrai qu'en ton nom, on leur transmet exactement la même chose. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages engagés, d'être venus sur ce plateau. On vous invite à rejoindre les coulisses, si vous le voulez. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.